Donc, je vais maintenant vous présenter une personne qui compte beaucoup dans notre département et dans notre région. Le magazine international Lawyer Monthly l'a promu avocate de l'année 2022 dans la catégorie protection des données France. Spécialisée en tech et digital pour les PME et ETI, mais aussi vice-présidente du CLUSIR-PACA Région Sud, le club régional de la sécurité des systèmes d'information, je laisse la parole à Maître Alexandra Barberis qui souhaite attirer notre attention sur le lien entre algorithme et libre arbitre. Sommes-nous toujours maîtres de nos décisions? Alexandra? Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à ne pas partir. Alors, j'avais intitulé mon intervention « Les algorithmes prennent-ils le contrôle de nos vies ?» C'était un titre un peu tapageur, j'avais trouvé que c'était sympa, surtout aujourd'hui, donc ça prête un peu à sourire, et puis surtout, ça prête surtout à réfléchir. C'était ça qui me paraissait être important. Les algorithmes prennent-ils le contrôle de nos vies, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un impact positif ou négatif sur notre liberté? Pardon. Est-ce que ça entrave notre liberté? La question qu'on peut aussi se poser, c'est finalement, c'est quelle liberté? Coucou, ça? Quelle est la liberté? En fait, finalement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est la liberté d'aller et venir? Non, pas vraiment. C'est plutôt la liberté de choix et son corollaire, la liberté, le libre arbitre. Le libre arbitre, j'ai pas besoin de vous l'indiquer, de vous l'informer. Vous savez tous ce que c'est. Vous l'avez tous expérimenté. C'est la capacité de prendre des décisions, de faire des choix sans être contraint par des forces extérieures. Donc de prendre des décisions en se disant qu'on les a prises librement. Vous savez que je suis avocate. Dans une vie juridique, lorsqu'on prend des décisions sous la contrainte, eh bien, les actes que l'on a pris sous la contrainte sont annulables. C'est une des facilités que nous donne la loi. Lorsqu'on se marie sous la contrainte, le mariage peut être annulé. Lorsqu'on contracte, quel que soit le contrat, sous une contrainte quelle qu'elle soit, lorsqu'on n'a pas pris la décision librement, eh bien, c'est un vice du consentement, on peut annuler le contrat. Cette liberté, ce libre arbitre, finalement, on a tous l'impression de pouvoir s'en servir et de s'en servir correctement. Eh bien, ça ne va pas de soi. Le libre arbitre, il a été contesté, il a été réfléchi, il a été très souvent controversé par des philosophes tout au long de l'histoire philosophique et intellectuelle, et parfois même religieuse du reste. Certains philosophes considèrent que le libre arbitre est total, est absolu. On peut absolument, intégralement prendre des décisions libres. Et puis, de l'autre côté du spectre, on va avoir des philosophes qui vont penser que le libre arbitre n'existe absolument pas et que toutes les décisions que l'on prend sont finalement la résultante de nos vies, de notre éducation, de l'endroit où on est né, du temps où on est né. Alors évidemment, entre les deux, il y a forcément du vrai et du moins vrai. Alors je me demandais un petit peu, posez-vous une petite seconde la question, vous, en fait, finalement, dans cette salle, est-ce que vous êtes plutôt du côté de libre arbitre total ou plutôt du côté où le libre arbitre n'existe pas? Eh bien, en fait, finalement, quel que soit l'endroit où on se trouve, sur le fil de ce rasoir, eh bien, il y a quelque chose qui aujourd'hui traverse et limite, et en tout cas impacte notre libre arbitre, ce sont les algorithmes. Les algorithmes, alors un algorithme, qu'est-ce que c'est? Alors un algorithme, très bien. Ça commence facile, hein, ça. Alors j'ai pris la définition classique. Un ensemble d'opérations logiques destinées à être exécutées successivement et en vue de résoudre un problème ou de répondre à une question. J'en ai parlé un petit peu autour de moi et on m'a dit oh, mais en fait c'est un peu comme une recette de cuisine. Oui, 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 oui. Alors, une recette de cuisine, c'est un algorithme, hein, parce que en effet, on va successivement faire plusieurs opérations pour atteindre un objectif. En l'occurrence, faire cette recette de cuisine. En revanche, toutes les recettes de cuisine ne sont pas des algorithmes, et c'est bien là que finalement se pose le problème.
L'algorithme, c'est presque aussi vieux qu'une recette de cuisine. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, on va passer sur l'histoire. C'est Euclide. Donc, les algorithmes à l'époque, ils étaient simples. C'était des principes mathématiques ultra logiques qu'on pouvait résoudre à la main. Donc, il n'y avait pas de problème avec ça. En revanche, le problème, si vous voulez, c'est que l'algorithme a vécu sa première révolution au cours du XXe siècle. Et lorsque c'est devenu des algorithmes informatiques, des algorithmes résolus par l'informatique, eh bien, là, on est rentré dans plus de difficultés. Ces algorithmes, ils prennent, et vous le savez tous hein, aujourd'hui, même que vous soyez informaticien ou pas, ils prennent toute notre vie. Pardon. Et on les utilise même sans s'en rendre compte. Quand on choisit un restaurant, un vol, nos vacances, ça parle d'algorithmes. On va sur Internet, ça parle d'algorithmes également. Il y en a de deux catégories. On a les algorithmes explicites, ceux-là, on s'en fout, ils sont faciles et surtout, ils sont transparents. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui et qui vont adresser notre question, ce sont les algorithmes implicites. Là, je vais ralentir 2 petites secondes parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi. Les algorithmes explicites, ceux dont on ne va pas vraiment parler, ils ressemblent à des choses très simples, même si mathématiquement c'est très compliqué, mais ils ressemblent à des choses très simples parce qu'ils sont transparents et qu'on peut les questionner. L'algorithme implicite, et c'est celui-ci qui joue sur notre libre arbitre, eh bien, celui-ci, ce sont malheureusement des algorithmes qui sont beaucoup plus opaques, dont on ne veut pas lire la transparence. Et là, je vais lâcher en général la bombe qui fait... Ça s'appelle du machine learning. Et donc, ça parle d'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on est tout de suite dans un monde un peu particulier où c'est formidable, et je sais qu'il y en a qui sont en train de penser à ChatGPT, là, je le sais, c'est très bien, c'est formidable, et puis ça prend aussi la place d'un écueil. Ces algorithmes, en fait, ils vont collecter énormément de données, et maintenant que vous connaissez ChatGPT, vous savez que ça collecte énormément de données. Ça va collecter énormément de données en fonction d'un sujet particulier. La question qu'on va se poser, c'est comment on va saisir ces données, qui va décider de collecter quel type de données, et ensuite, qu'est-ce que cette collecte va donner comme tri et comme choix. Je vais vous parler très simplement du réseau social que vous connaissez tous, inutile de donner son nom. L'algorithme du réseau social va collecter l'intégralité des publications que vous likez, l'intégralité des publications que vous publiez, l'intégralité des gens que vous suivez et des gens qui vous suivent également. Tout ceci va constituer une base de données qui ensuite va permettre à l'algorithme de vous présenter un certain nombre d'informations et un certain nombre de choses. Il est bien évident que ça s'appelle un biais de confirmation. Vous ne recevrez que des informations qui sont en lien avec vos goûts, vos choix. Ça s'appelle l'expérientiel client. C'est formidable. La question étant de savoir, finalement, est-ce que je suis toujours aussi intéressée par tout ce que je vois? Est-ce que je ne serais pas aussi très intéressée par quelque chose qui est hors de ma vue? Il faut déjà le savoir, et puis ensuite, il faut se dire que, bien évidemment, comme on est dans un monde consumériste, l'information va nous solliciter pour acheter. Bon, finalement, je les voulais, cette paire de tennis, je les voulais, ces chaussures, donc je les aurais achetées, quoi qu'il en soit. Certes, mais pour autant, comment savoir quelles sont les informations qui ont été collectées pour qu'on puisse arriver à cette paire de chaussures ou à ce canapé? Vous savez très bien que vous voyez toujours les mêmes canapés. Ça va, c'est bon, je suis timing. Et donc, comme ces algorithmes vont classer nos comportements et vont classer tous les gens que vous connaissez, ils vont nous tous, hein, ils vont tous nous encadrer et nous mettre dans des cases. Ok, ça vous me dites, c'est ok, c'est un réseau social, après tout, on n'est pas obligé d'y aller. Et c'est vrai. Les algorithmes aujourd'hui, ils sont aussi pensés pour traiter, évidemment, des masses de données. Donc, j'ai pensé à un exemple qui nous a tous, à un moment ou à un autre, touchés. C'est, je suis DRH dans une entreprise et j'ai besoin, parce que je reçois énormément de CV, j'ai besoin d'un logiciel pour traiter tous ces CV. Soit il en existe un dans le commerce qui me convient, soit je vais aller voir
mon équipe informatique et je vais leur demander de bien vouloir avoir la gentillesse de me développer quelque chose. Bon. C'est là qu'intervient une autre problématique qui va être le biais cognitif. Nous avons tous des biais cognitifs. On ne peut pas s'en empêcher. Ce sont nos travers, ça résulte de notre éducation, ce sont nos préjugés, bien évidemment, et on les emporte tous. Il faut simplement se rendre compte que nous en avons. Et forcément, les concepteurs de ces algorithmes en ont eux également. Lorsqu'ils vont créer ces algorithmes, et surtout lorsque c'est sur cette solution que je vais vous plaider un petit peu tout à l'heure, lorsque les concepteurs d'algorithmes sont des équipes qui sont ce que j'appelle les équipes siamoises, c'est-à-dire qui se ressemblent en quasi tout point, eh bien, ils vont forcément produire des algorithmes qui auront des biais, qui seront contenus dans l'éducation même des gens qui ont créé l'algorithme. Et donc, lorsque je suis le DRH et que je ne connais pas la personne qui a constitué, qui a conçu et qui a écrit cet algorithme, qui va me filtrer tous ces CV, c'est formidable finalement. Des 500 CV que j'avais ce matin, il est 14 heures et je sais exactement les 10 personnes que je vais recevoir. Sauf que je ne sais pas du tout comment ce choix a été fait. Et pourquoi c'est très important, et Kevin va nous en parler tout à l'heure, parce que la directive Nice nous parle aussi de l'intelligence artificielle et met en place le règlement sur l'intelligence artificielle, vous allez être obligé de les auditer et donc de vérifier qu'ils ne soient pas discriminants. Tant qu'ils ne le sont pas, il n'y a aucune difficulté. Nous reste 3 minutes, et c'est pour ça que je vais vous dire, donc la réponse est oui, les algorithmes nous gâchent la vie, oui, les algorithmes limitent notre libre arbitre, mais il y a des solutions. Voilà les solutions qu'on va mettre en place, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. On va plaider pour la transparence des algorithmes. Je sais que c'est difficile parce que ça parle aussi de secret des affaires, mais c'est important de savoir comment ils ont été rédigés. On va parler d'équité parce que c'est important aussi de vérifier, et ça rentre dans les audits de la directive Nice et du règlement IA. C'est important de savoir comment ils sont conçus et s'ils traitent équitablement toutes les informations qui sont collectées. On va parler évidemment de confidentialité des données, et ça c'est logique, ça parle du RGPD. Et puis, il y a 2 choses sur lesquelles, en tant qu'avocate, moi il me semble que c'est important. La responsabilité des concepteurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun concepteur de logiciel, aucun concepteur, d'algorithme, hein, pas de logiciel, hein, mais d'algorithme qui soit discriminant, et en tout cas, aucun concepteur d'algorithme discriminant n'est responsable. Et la dernière chose, c'est la conception participative. Pour éviter justement que ces équipes soient des équipes siamoises, eh bien, il faut de la mixité évidemment genrée, mais aussi de la mixité en termes de provenance, d'âge, d'éducation. Et je sais que c'est un métier, j'en suis consciente, c'est un métier qui est ultra masculin. Et même si on fait beaucoup d'efforts pour que les dames et ces jeunes filles entrent dans ce métier, c'est encore difficile. Mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-les venir, parce que plus encore que l'extraordinaire masculinité, vous aurez sûrement, malheureusement, tout un tas d'outils qui seront beaucoup plus discriminants qu'autre chose. Voilà, merci, j'ai essayé de faire le plus vite possible et je suis à votre disposition pour en parler un peu plus tard.